Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de la culture Olmèque, une culture très ancienne, mais dont la découverte est récente et qui reste, à ce jour, auréolée de nombreux mystères. Originaires du golfe du Mexique, les Olmèques ont inventé des codes sociaux et des canons esthétiques qu'on a longtemps attribués à d'autres sociétés bien plus connues de la région, comme les Mayas ou les terribles Aztèques. Mais cette injustice ne doit pas faire oublier que leur influence en Mésoamérique est au moins aussi colossale que certaines de leurs sculptures. Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac vous invite à découvrir les Olmèques, ces Gaulois du Mexique, au fil de 300 pièces d'une beauté rare et d'un intérêt historique majeur. Une visite d'autant plus fascinante que 80% de ces chefs-d'œuvre ne sont jamais sortis de leur pays d'origine. Mexique, 1858. À Tres Zapotes, à 500 km au sud-est de Mexico, l'employé d'une ferme locale s'affaire. Son patron lui a ordonné de labourer le sol d'une clairière destinée à devenir un champ de maïs. Soudain, il bute sur quelque chose de dur. Il creuse. En quelques minutes, une forme grise arrondie affleure à la surface de la terre retournée. Le bombé lisse de l'objet ne laisse pas de place au doute, il a été façonné par la main de l'homme. Le paysan court prévenir le propriétaire de la ferme à 7 km de là. À bout de souffle, il lui explique avoir trouvé ce qu'il pense être un grand pot de fer retourné dans le champ où il travaillait. Le fermier constitue immédiatement un groupe d'hommes qu'il somme d'aller déterrer cette découverte énigmatique. Les archéologues amateurs ne ménagent pas leurs efforts, intrigués par ce qu'ils pourraient dénicher. Le sillon d'un casque, des sourcils froncés, un œil rond, puis deux, un léger strabisme, un nez épaté, une bouche charnue. Après plusieurs heures d'un dur labeur, il dégage finalement une tête colossale qui les toise avec un air patibulaire. Ils ne le savent pas encore, mais ce visage de basalte de 1,47 m de haut et de près de 8 tonnes est la première sculpture Olmèque mise au jour dans le monde. La découverte est conséquente. Pourtant, cette grosse tête exhumée d'un champ du Veracruz n'intéresse personne à l'époque. Il faut attendre 4 ans pour qu'un chercheur vienne analyser la statue. Il s'agit du Mexicain José María Melgar y Serrano, qui en livrera la première description illustrée dans le Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique en 1871. En 1862, je vivais à San Andrés Tuxtla, une ville de l'État de Veracruz, au Mexique. Au fil de mes excursions, j'ai appris qu'une tête colossale avait été mise au jour quelques années auparavant, près d'une ferme de la région. Je me suis rendu dans l'exploitation et supplié son propriétaire de m'emmener la voir. Nous y sommes allés, et j'ai été stupéfait par l'œuvre d'art qui se trouvait devant moi. C'était sans exagération une sculpture magnifique, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le type éthiopien de la statue. Je me suis dit qu'il y avait sans doute des Noirs dans ce pays, et ce depuis ses origines. Cette tête était non seulement importante pour l'archéologie mexicaine, mais aussi pour le monde entier. Pour Serrano, les caractéristiques éthiopiennes de la sculpture tendent à prouver la présence d'individus de type africain au sein du Nouveau Monde dès les temps précolombiens. Dans la suite de son article, il étaye cette hypothèse à l'aide d'archives et de références archéologiques nombreuses, telles que des représentations trouvées sur des médailles ou un mur de Chichen Itza au Yucatan, figurant un homme indien, un blanc et un noir dont les traits lui semblent correspondre à ceux de la tête géante de Tres Zapotes. Mais malgré ce premier coup de projecteur et ses conjectures fascinantes, la tête tombe dans l'oubli. Elle n'est redécouverte que 70 ans plus tard, en 1906, par l'anthropologue allemand Eduard Seller,
qui trouve, avec sa femme, d'autres sculptures sur le site. À la fin des années 1920, Albert Weierstahl l'explore à son tour, il en déterre de nouveaux artefacts. C'est à cette époque que l'on commence à employer le terme « Olmec ». En 1929, précisément, lorsque l'archéologue américain Marshall Saville l'utilise dans 2 rapports à propos de haches rituelles découvertes à Tres-Zapotes. Ces figurines anthropomorphes taillées dans de la pierre colorée, dont la large tête expressive est posée sur un corps trapu qui s'affine en sa base pour prendre la forme effilée d'une lame, offrent toutes des caractéristiques esthétiques similaires et singulières. Elles représentent des personnages hybrides arborant des traits de félins ou de batraciens. Pour qualifier l'aspect si particulier de ces objets, Saville emprunte un mot aux Aztèques, Olmec. Dans leur langue, le nahuatl, ils désignaient les habitants de la zone au moment où ils dominaient la région. Ces derniers leur fournissant les balles en caoutchouc nécessaires à leur jeu, ils les avaient prosaïquement baptisés Olmec, ce qui signifie « peuple caoutchouc ». Le terme plaît à Saville qui y recourt non pas pour définir une culture, mais un simple style artistique que l'on retrouve dans un secteur qu'il croit circonscrit au sud de la côte du golfe du Mexique. Nul ne se doute alors que les Olmecs sont bien antérieurs aux Aztèques auxquels ils doivent leur nom a posteriori, ni que ce style artistique n'est qu'une des nombreuses inventions initiées par leur société dont l'influence politique et culturelle s'étend en fait à l'ensemble de la Mésoamérique et à ses civilisations les plus sophistiquées. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la Mésoamérique? Et puis surtout, qui sont ces fameux Olmecs? La Mésoamérique est une ère culturelle préhispanique, c'est-à-dire un ensemble de zones géographiques regroupant des civilisations qui partageaient de nombreux traits culturels communs. C'était avant que les Espagnols ne fassent irruption sur le continent américain au début du XVIe siècle. Nous devons le terme à l'anthropologue allemand Paul Kirchhoff, qui l'introduit en 1943 pour évoquer ces civilisations cousines. Concrètement, l'ère s'étend sur environ 1 million de kilomètres carrés et couvre toute la moitié sud du Mexique d'aujourd'hui ainsi que le bord ouest de l'Amérique centrale. Elle inclut la quasi-totalité du Guatemala, le Belize et une petite partie du nord du Honduras. En 1942, soit 8 ans avant la première datation au carbone 14 qui vaudra le prix Nobel au physicien et chimiste américain Willard Frank Libby, Alfonso Caso, l'un des fondateurs de l'archéologie mexicaine, a une intuition. Alors que la plupart des grandes campagnes de fouilles qui mettront au jour l'étendue et l'influence de la culture olmec n'ont pas encore eu lieu, il déclare, lors d'un congrès de la Société mexicaine d'anthropologie, « Cette grande culture que l'on trouve dans les niveaux anciens est sans doute la mère des autres cultures. » Le concept de culture-mère appliqué aux Olmecs est né. Contesté ensuite par d'autres spécialistes de la région, il est néanmoins corroboré par 80 ans de fouilles scientifiques. Elles ont prouvé, notamment grâce à la datation au radiocarbone dès la fin des années 50 et dans les années 90, que les Olmecs sont effectivement à l'origine de traditions artistiques et d'usages sociaux que les civilisations mésoaméricaines se sont appropriées et transmis durant des millénaires. Hiérarchie sociale, embryon d'institutions politiques, systèmes économiques débordant le cadre de l'autosuffisance, croyances et pratiques religieuses partagées donnant lieu à des représentations symboliques, les Olmecs, dont le développement dans la plaine côtière du golfe du Mexique remonte à 1700 avant Jésus-Christ, sont le type même des premières sociétés complexes qui voient le jour au cours du 2e millénaire avant notre ère. C'est ainsi chez eux que l'on trouve les premiers dépôts rituels dédiés à un élément fondamental, l'eau. Recueillis près d'une source à El Maniati et datant de 1600 avant Jésus-Christ environ, ces dépôts étaient constitués en particulier de haches polies en pierre verte, les mêmes que les fameuses haches rituelles décrites par Saville.
On sait aujourd'hui que jusqu'à la fin des temps préhispaniques, les pierres vertes étaient considérées par toutes les populations mésoaméricaines comme des éléments particulièrement précieux en raison de leur charge symbolique selon la chaîne qui relie la couleur verte à l'eau et à la vie. Une tradition directement héritée des Olmecs, il y en a beaucoup d'autres. Dans les années 30, l'archéologue américain Matthew Sterling découvre les rapports de sa ville sur les haches en pierre polie de Tres Zapotes. Les rites auxquels elles sont associées suscitent chez lui le plus vif intérêt. En 1938, il se rend sur le site et photographie la tête décrite par Serrano en 1871. À ce moment-là, c'est la seule tête colossale olmèque identifiée dans le monde. Mais il pressent, à juste titre, que la zone n'a pas livré tous ses secrets. Photos à l'appui, il fait part de son intuition à la Smithsonian Institution et au National Geographic, qui lui accordent leur soutien pour lancer une campagne de fouilles la même année. 8 ans plus tard, en 1946, il dirige la première fouille scientifique d'une tête colossale olmèque à San Lorenzo. À ce jour, on en connaît 17, toutes sculptées dans le basalte, toutes remarquables par leur taille, de 1,47 m à 3 m de haut, et leur masse entre 6 et 50 tonnes. Des caractéristiques qui nous amènent encore aujourd'hui à nous interroger sur la façon dont leurs créateurs s'y sont pris pour acheminer les blocs de pierre géants nécessaires à leur confection. Il faut souligner que la zone tropicale humide dans laquelle ils s'étaient établis est totalement dépourvue de roches basaltiques. Transporter ces blocs sur une centaine de kilomètres, de la source du basalte à leur lieu de vie, les tailler et les présenter constituait en soi une manifestation de pouvoir. En fait, les sculptures olmèques ont très souvent pour objectif d'asseoir les légitimités politiques, de les affirmer ou de les commémorer. Elles ont permis à ce peuple de traduire ses récits visuellement en recourant à des tableaux sculpturaux formés de plusieurs statues. L'un d'entre eux, de taille imposante, a été découvert dans les années 90 lors de fouilles entreprises à El Azusul, près de San Lorenzo. Cette composition à la fois magnifique et énigmatique met en scène 2 jeunes hommes, probablement des jumeaux, assis sur leurs talons. Face à eux, 2 jaguars, assis également, arborent une expression féroce. Leur disposition ne peut être qu'intentionnelle. Elle évoque vraisemblablement un affrontement, ce qui laisse à penser que la scène est la figuration d'un mythe. On en ignore la teneur, mais on peut décoder les symboles que le ou les artistes ont introduits dans leur sculpture et dans le positionnement de celle-ci. Tout d'abord, les 2 personnages tiennent chacun un bâton cérémoniel, une main dessus et l'autre dessous, comme s'ils s'apprêtaient à le brandir. C'est un attribut de pouvoir qui indique qu'il s'agit d'individus de haut rang. Ensuite, la présence des jaguars n'est pas anodine. Ce félin est le prédateur le plus puissant du monde mésoaméricain. Le fait d'associer les jumeaux à cet animal impressionnant et fascinant est une marque de prestige. Introduite par les Olmecs, elle sera reprise par de nombreuses sculptures durant tout le reste de la période préhispanique. Mais ce n'est pas tout. Les 2 hommes ont été découverts tournés vers l'Est, ce qui peut être interprété comme une association entre autorité politique et soleil levant. Les archéologues pensent donc que ce sont de très lointains ancêtres des jumeaux mayas vainqueurs des puissances de l'inframonde, héros du Popol Vuh, un très célèbre récit maya recueilli à l'époque coloniale. De là à penser que le mythe statufié de El Azusul a inspiré la légende maya, il n'y a qu'un pas. Il faut par ailleurs signaler que ce genre d'agencement ne se limitait pas à la sculpture monumentale. L'offrande 4 de la Venta, par exemple, est un autre tableau de personnages sculptés employés à des fins narratives. Mais cette fois, les figures représentées ne sont hautes que d'une vingtaine de centimètres.
Composée de 16 individus et 6 haches façonnées dans différentes pierres fines, la scène paraît montrer un rassemblement de 15 personnes autour d'une autorité centrale, debout devant plusieurs haches qui représentent probablement des stèles monumentales. Elle évoque les rassemblements cérémoniels qui avaient certainement lieu dans le secteur. Mais, imposants ou minuscules, ces tableaux de sculpture ne sont pas le seul moyen employé par les Olmecs pour immortaliser leurs histoires. Ils paraissent en effet avoir aussi esquissé, peut-être dès le début du dernier millénaire avant notre ère, une première forme d'écriture qui aurait transcrit leur langue. Il n'en subsiste malheureusement que très peu de traces identifiées, mais on suppose que l'une d'entre elles figure sur une stèle spectaculaire découverte à la Morara. Elle date du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ et présente plus de 600 glyphes lisibles. C'est l'inscription la plus longue connue à ce jour sur la côte du Golfe. Mais en matière d'écriture, le plus beau vestige du génie olmec provient peut-être encore de Tres Zapotes. C'est là que, grâce au soutien financier de la Smithsonian Institution et du National Geographic, Matthew Stirling et sa femme, Marion Illig, amorcent en 1938 leur première campagne de fouilles sur les traces des Olmecs. Un point de départ des plus logiques puisque, rappelons-le, c'est sur ce site qu'avait été découverte la toute première statue attribuée plus tard à cette culture méconnue, la tête colossale 1 ou monument A dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Après un an passé à excaver la zone, le couple Stirling met au jour un éclat de stèle. Après l'avoir nettoyé, ils identifient sur son revers une série de signes verticaux qui semblent familiers à Marion Illig. Des points et des barres horizontales. On dirait les signes qu'utilisent les Mayas pour noter les dates dans leur système de compte long. Alors voyons, un point vaut 1, une barre c'est 5, 16, 6, encore 16, 18... Ah, c'est une date. Mais je comprends pas, j'ai l'impression qu'elle est incomplète. Il doit nous manquer un fragment de la stèle. Marion Illig avait vu juste. Et ce n'est que 30 ans plus tard, en 1969, qu'il sera retrouvé. En réalité, les époux Stirling avaient seulement découvert la partie inférieure de la stèle qui sera baptisée ensuite stèle C de Tres Zapotes. La portion manquante permet de décoder enfin la date complète qui y est inscrite. Elle porte l'unité temporelle supérieure, ce que les Mayas appelaient le Bactún. Il s'agit d'un 7. Il fallait donc lire 7, 16, 6, 16, 18, ce qui, dans notre calendrier, correspond à 3114 avant Jésus-Christ. C'est un constat relativement simple, mais qui remet en cause tout ce que l'on pensait alors savoir sur les origines du compte long. En effet, il fait à l'époque de la stèle de Tres Zapotes le monument fournissant la date la plus ancienne connue dans le système calendaire auquel elle renvoie. Battue depuis par la stèle 2 de Chiapa de Corzo, qui, si on suppose que son Bactún est également 7, indique 36 avant Jésus-Christ, il prouve néanmoins que le système du compte long a été introduit par des populations descendant des Olmecs archéologiques. Un système que les Mayas s'approprieront et utiliseront dans toutes leurs chroniques royales pour enregistrer des faits historiques, raison pour laquelle nous l'avons découvert. En résumé, les Olmecs ont aussi inventé le compte long, qui jusqu'à 1969 était unanimement attribué aux Mayas. On situe généralement la fin de la grande histoire olmèque, qui comporte encore beaucoup de zones d'ombre, autour de 400 avant Jésus-Christ. Elle s'est cependant probablement prolongée de manière résiduelle jusque vers 500 après Jésus-Christ. Des reliques de style olmèque ont d'ailleurs continué à être utilisées comme offrandes au cours des siècles qui ont suivi la disparition de cette civilisation, et ce jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols en 1519. L'influence des Olmecs sur les cultures mésoaméricaines n'a donc pas simplement été fondatrice,
elle a aussi été extrêmement durable. Le terme de « Gaulois du Mexique » peut prêter à sourire, mais il révèle surtout que les Olmecs et les sociétés complexes mésoaméricaines qu'ils ont influencées sont moins éloignés de nous que ce que l'on croit. En Europe, on les perçoit souvent comme des mythes dont on ne sait plus à la longue s'ils ont vraiment existé. Ce fut pourtant le cas, et ils s'apparentent bien à nos Gaulois, un peuple fondateur dont nous portons encore l'héritage culturel et symbolique aujourd'hui. Un héritage qui est d'ailleurs célébré jusque sur le drapeau national mexicain, puisque son blason central, représentant un aigle sur un cactus qui dévore un serpent, évoque une légende aztèque. Peut-être a-t-elle, elle aussi, été inspirée par les mystérieux Olmecs. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac à l'occasion de l'exposition « Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique ». Il a été écrit avec l'aide du commissaire de l'exposition, Steve Bourget. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été écrit par Timothée Magot et réalisé par Mathieu Blaise. Pour ne rater aucun de nos récits, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Références bibliographiques. Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique par Dominique Michelet en collaboration avec Cora Falero-Ruiz et Steve Bourget, édition Skira 2020. Étude sur l'ancienneté et l'origine de la tête colossale de type éthiopien par José María Melgar y Serrano, bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique 1871. Les Olmecs et leurs voisins, essai en mémoire de Matthew W. Sterling par Michael Dicko, édition Dumbarton Oaks, 1981.